Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Oriane. Bonjour Oriane. Bonjour. Oriane Bonjour. qui revient sur les lieux d'un premier processus, d'une première pause alimentaire, les lieux même ici en Corse, que tu avais fait il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Oui, alors moi le premier processus que j'ai fait c'était en juin 2018, exactement au même endroit. Voilà, donc ici même. Ouais, tout à fait. Et tu reviens aujourd'hui en 2023, c'est-à-dire Tout à fait. 5 ans plus tard. Donc j'ai le grand plaisir de vous faire connaître aujourd'hui Oriane, qui elle-même avait grand plaisir sans appréhension apparente, à se raconter dans ce qu'elle a vécu et pourquoi est-ce qu'elle l'a vécu. Donc aujourd'hui même, qui est J15 pour toi, ça fait 2 semaines que tu es en pause alimentaire, que tu es arrivé un samedi il y a 2 semaines. Un petit peu plus même. Oui. Ouais. Tu avais commencé un jour ou deux avant? Ouais. Ça veut dire concrètement aujourd'hui tu es à J18? J17. J17, voilà, J17, donc 17 jours de pause alimentaire, nourri au biberon pranique, nourri à la source prana, la lumière, avec tout ce qu'on a pu faire et vivre de pratiques debout, assis, allongé, tai chi, yoga, méditation, etc., visualisation, respiration, marche en conscience. Bref, comment tu vas aujourd'hui à J17? C'est ce qui intéresse les gens. Eh ben, je vais extrêmement bien. J'ai pu vraiment constater une grande différence. Alors, pas forcément avec le premier processus par rapport à la vitalité, parce que le premier processus, je m'étais sentie en vitalité de la même manière. Cependant, j'avais eu l'occasion de faire des jeûnes entre-temps, durant ces 5 ans, donc vraiment des périodes de jeûne sans aucune pratique. Et c'était extrêmement différent, mais vraiment extrêmement différent. C'était très difficile physiquement, vraiment très fatigant. Il n'y avait aucun temps de recul possible et la différence était énorme. La différence entre quoi et quoi? La différence entre des périodes de jeûne sans aucune pratique. Et ce que tu as vécu ici? Rien à voir. Et quand tu dis jeûne que tu faisais de ton côté, c'était des jeûnes de combien de temps? Alors le dernier que j'ai fait toute seule, c'était un jeûne de 10 jours dans un centre de jeûne justement où j'accompagnais des jeûneurs. Donc j'étais moi-même jeûneuse et en plus de ça j'étais accompagnante, donc la chose difficile à faire. Mais c'est vrai sans avoir de temps pour cultiver cette fameuse présence partout et tout le temps qui vient nourrir l'être réellement, quoi. Hormis ce jeûne que tu as fait quand de 10 jours? Je l'ai fait il y a pile 1 an. Il y a 1 an. Hormis ce jeûne de 10 jours il y a 1 an, est-ce que tu faisais jusque là, maintenant juin 2023, et depuis 5 ans que tu étais venu ici, est-ce que tu faisais un minimum régulièrement le petit jeûne hebdomadaire, quelque chose comme ça? Alors j'ai l'habitude de faire du jeûne intermittent depuis presque aussi loin que je me souvienne. Je fais toujours des grandes périodes de pause alimentaire, ça dépend des jours, mais de base mon mode de vie est en jeûne intermittent et j'ai tendance à faire du jeûne sans forcément le conscientiser ou sans avoir de volonté. Il m'arrive parfois de simplement pas avoir envie de manger parce que voilà, je suis en vacances et du coup j'ai tendance à faire un jour, 24 heures, 48 heures ou 3 jours de manière un peu spontanée dans la vie comme ça. Parfois même tu n'y penses pas et tu n'as même pas envie de manger parce que tu n'y penses pas, ça vient pas. Non, c'est ça, j'oublie. De manger. Des fois ça m'arrive de me rendre compte au bout de quelques jours, je me dis mais ça fait combien de temps que j'ai pas mangé, et voilà. Et je cherche pas forcément en fait. Il y a bien des gens que ça interpellerait d'arriver à être jusqu'à capable à oublier de manger. Oublier de manger, ouais. Bon, c'est bien. Ouais. Ça veut dire qu'en termes de dépendance alimentaire, tu es certainement un minimum concerné, mais pas un maximum en tout cas, par la dépendance, ouais, outre le fait d'assurer les besoins physiologiques du corps par une alimentation, quelle qu'elle soit, et bien au-delà de ça, ton rapport addictif à la nourriture, il est... Ouais, non, de base, je vais manger quand je sens vraiment que j'ai mon rythme de vie dans une grande ville qui justifie que voilà, je suis en train de courir partout.
voilà, comme le mode de vie de certaines personnes, où là, je vais vraiment ressentir ce besoin de venir compenser en fait, avec de la nourriture. Sinon, je peux vite être fatiguée dans ce genre de cas. Donc quand Oriane qui mentionne qu'elle a accompagné un groupe de jeûneurs l'année dernière, il y a 1 an, sur 10 jours, et que c'était difficile, ça veut dire que déjà numéro 1, je ne vous invite pas à le faire vous-même, seul, de jeûner seul de façon trop prolongée, au-delà de 2-3 jours, comme je l'ai souvent dit dans les premières vidéos, sauf que Oriane a déjà fait 10 jours, enfin 14 jours il y a 5 ans, et que c'est une habituée du jeûne, donc à un moment donné, évidemment, quand vous avez cette fameuse habitude de jeûner, que le corps est rodé à une abstinence alimentaire momentanée mais répétée, régulièrement ou pas, eh bien les gens peuvent être un peu plus en roue libre, autonomes, à jeûner par eux-mêmes sans prendre trop de risques. Mais une fois encore, ça ne s'improvise pas. Et c'est vrai que même si le jeûne est bon pour la santé, la pause alimentaire nourrie au prana encore plus est bonne à la santé, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. C'est sûr. Et d'où que tu disais qu'ici, en tout cas, au sein du groupe constitué, dans lequel tu as été pendant ces 2 semaines, pause alimentaire et enrichie au prana, avec ces pratiques, c'était plus facile. Largement. Largement, vraiment rien à voir. J'avais une petite appréhension justement parce que même si j'ai l'habitude de jeûner depuis que j'ai à peu près 17 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, le jeûne enfin la pause alimentaire a vraiment changé ma vie de manière générale. 13 ans de jeûne. Ouais, à peu près. Le premier que j'ai fait, j'avais 17 ans. Ouais. Je faisais 30 kilos de plus, j'étais pas bien dans ma tête ni dans mon corps. Entre indication et urgence. Voilà, il y a un moment donné où à force de remplir, on a besoin de vider. Et le vide appelle à être rempli, mais d'autres choses. Mais pour pouvoir le remplir, il faut vider, quoi. Et le plein appelle à un peu plus de vide parfois aussi. Le cycle. Voilà. Mais oui, c'est sûr, rien à voir. J'avais une petite appréhension justement parce que ce dernier fameux jeûne, du coup, dans un centre de jeûne, avait été tellement éprouvant avec de la fièvre, une grosse crise d'autolyse, etc. La fièvre, t'as fait de la fièvre ? Ouais, j'avais fait des épisodes de fièvre avec des terreurs nocturnes, enfin la totale, quoi. Ouais, la totale. Alors pourtant, j'étais pas à mon coup d'essai, mais je pense que le fait d'accompagner et de jeûner en même temps, c'était déjà peut-être de trop pour le corps. C'était de trop, ouais. C'était de trop. Puis il n'y a aucune capacité à se regarder soi-même. Dans ce stage de jeûne, pour jeûneurs, il y a 1 an, est-ce qu'il y avait un petit peu de jus de fruits au cas où les gens avaient besoin? Est-ce que c'était vraiment à l'eau? C'était quoi? C'était hydrique. C'était hydrique, à l'eau. Ouais. À l'eau, oui, c'est ça. Il n'y avait pas de jus de bouillon, de jus de truc, machin. Non, c'était pas du Borschinger, c'était du jeûne hydrique. Puis les jeûneurs étaient là pour 2 voire 3 semaines. D'accord. Parce que là, c'est sûr qu'ici, en Corse, et comme dans toutes les retraites que j'anime, il n'y a aucun jus de quelque nature que ce soit, et il n'y a que du froid ou du chaud, à savoir de l'eau, de la tisane, et voilà. Et pour toi, donc, ça a été, si tu fais une moyenne de 0 à 10 en forme sur les 15 jours, au plus bas, tu as été à combien? Au plus haut, tu as été à combien? Je pense que le plus bas, c'est pas descendu en dessous de 5 physiquement. Voilà. En tout cas, franchement, j'ai pas eu de crise d'autolyse particulière. Voilà, un peu, mais de base, j'ai tendance à avoir une tension un peu basse, donc obligatoirement, il faut prendre le temps un petit peu quand on se relève, la base. Et au plus haut, j'ai été jusqu'à 10, hein, c'est sûr. Étant très subjectif, l'évaluation, c'est comme l'échelle de la douleur, hein, donc l'évaluation bien-être, vitalité, forme, globalement parlant, comme c'est subjectif, eh bien 5 sur 10 c'était plutôt pas mal. Pour d'autres, ça aurait été un peu plus pénible à vivre. C'est sûr. Et tu es allé jusqu'à 10. Oui. Là, tu es à J17 ce matin même. Tu nous quittes demain. Comment tu te sens maintenant tout de suite? Comme si j'avais mangé ce matin. Encore mieux. Nous avons mangé ce matin un bon bol de prana. Comme si, non, en fait, c'est très étonnant. C'est comme si j'étais normale, même si, qu'est-ce que la normalité? Mais je veux dire, en tant que symptôme dans le corps, avec au contraire quelque chose en plus. Donc plutôt en forme maintenant et sur la journée.
La nuit, comment ça s'est passé pour toi? La plupart des nuits, je dors très peu. Par contre, c'est calme. J'ai pas d'agitation mentale comme j'ai pu avoir pendant la première semaine, justement, où là, le mental était un petit peu, était un peu embêté, agité, etc. Enfin, embêtant plutôt. Mais la nuit, non, c'est très calme. Au contraire, c'est des périodes de grand repos. Ça permet d'être vraiment à l'écoute du souffle, à l'écoute du cœur. C'est très agréable de passer autant de temps connecté au souffle et au cœur. Et en conscience. Et en conscience. Quand tu dis que la nuit tu dormais très peu, c'est-à-dire que par rapport à avant le processus que tu as initié il y a 17 jours, tu dormais combien d'heures en t'alimentant? J'ai pas, je dors de base pas énormément, je dois dormir entre 6 et 7 heures par nuit. Donc si avant tu dormais environ 6-7 heures, là tu dormais plutôt là c'est plutôt de 3 heures. 3 heures, donc moitié moins. Pour autant dormir beaucoup moins, mais pour autant pas forcément épuisé. Non. Puisque vitalité entre 5 et 10. Puis rien à voir avec le matin. Par contre, la différence que j'ai pu remarquer par rapport à avant, ces 17e jours, c'est la vitalité le matin. J'ai tendance à avoir du mal à sortir du lit, je suis pas une lève-tôt de base. Bon, je le suis toujours pas ici non plus, mais globalement quand même à 7 heures, j'ai les yeux grands ouverts et je me sens en forme, vraiment. Donc voilà, donc si tu n'es pas du matin, que tu es plutôt du soir, le démarrage au matin, j'imagine même en t'alimentant, il reste un petit peu... Bien sûr, c'est plus difficile. En m'alimentant, par contre, c'est plus compliqué. J'ai du mal à sortir du lit. C'est ce que j'allais dire. La tendance, même en t'alimentant, si tu n'es pas du matin, c'est d'avoir du mal à te sortir du lit, mais peut-être même d'avoir encore un petit peu plus de mal parce que manger, digérer, alourdir, etc., tout le monde connaît ça. Bien sûr. Voilà, très bien. Donc la vitalité, le sommeil, la journée, la pause alimentaire, le prana. Le poids, ça a été comment? Alors, du coup, je me suis délestée donc je devais être à 60, je suis à 53. 53, moins 7. Moins 7. Voilà. Comment tu te vis de l'intérieur? Trop bien. Trop bien. Ouais, trop bien. T'es pas squelettique? Non, j'adore. J'adore pour le coup. Bon, j'avais pas particulièrement de gros problèmes avec mon corps en tant que tel avant. Mais par contre, ça fait vraiment du bien. Je trouve même de regarder le corps prendre la forme qu'il a besoin de prendre en fait. C'est vraiment comme si on lâchait complètement les rênes et on se dit bon, bah ça perd ici, pourquoi ça perd plus là que là? Et en fait, c'est quelque part un abandon à ce que le corps a besoin de faire. Et c'est très agréable, je trouve. Laisser faire et le corps se restructure en fonction de ce qu'il a à vivre, toujours pour l'optique du meilleur, du mieux pour lui. Il optimise. Voilà, donc c'est le principe de l'autophagie-autolyse, prix Nobel de médecine 2016, et c'est en vue d'une meilleure santé, d'un plus grand équilibre. En termes d'équilibre, tu te sens plus déséquilibré ou équilibré à cette heure-ci? Non, beaucoup plus équilibré. C'est vrai que j'étais venue ici dans aussi l'optique de vider des choses qu'on ne peut pas forcément réussir à vider dans la vie de tous les jours, parce que le contexte, parce que voilà, c'est des bulles, vraiment des moments hors du temps qui marquent un avant et un après. Véritablement, et c'est des expériences qu'on vit très rarement dans une vie mais qui sont réellement marquantes, et donc j'étais venue dans cette optique en sachant pertinemment que de toute manière quand le corps s'allège, l'esprit aussi, les émotions aussi, avec le lot de challenge que ça pouvait engendrer, mais en tout cas j'étais prête pour ça et je venais pour ça par rapport à la première fois où en fait ça avait été beaucoup plus une balade de santé parce que j'étais pas prête en fait je pense à ce moment-là, j'avais pas les capacités suffisantes d'aller suffisamment rechercher en profondeur. Quand tu te dis plus en équilibre, donc sur le plan mental, il y a un participant que tu connais bien par ailleurs, puisque tu as cohabité avec l'ensemble du groupe et des individus ici même. Petit clin d'œil, mais donc il y a ce participant qui disait ce matin sur son bilan de fin de deuxième semaine, moins de mental, plus de présence, de conscience du ici et maintenant avec la présence au corps. Est-ce que mentalement tu as vécu, que tu en es là avec toi-même, ou comment tu décrirais ton plus grand équilibre sur le plan cognitif, intellectuel, mental?
Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est surtout les sens qui s'affinent. Oui. En fait, c'est cette capacité à poser le regard et à voir encore un petit peu plus les choses. Ça s'affine. C'est autant au niveau des sons que là, par exemple, quand je te parle, j'entends les oiseaux. Je ne faisais pas forcément attention avant, ou en tout cas beaucoup moins. Vous les entendez d'ailleurs, les oiseaux, vous aussi? Les oiseaux, là, je sens la chaleur sur le corps. Je vais poser les yeux, je vois le vert. Plus grande conscience corporelle Voilà, à travers un des petit sens. peu comme si voilà, ça permettait de connecter en fait plusieurs zones du cerveau qui fait que en fait c'est plus isolé les choses, mais c'est quelque chose de plus global et ça c'est très agréable. Ça permet en fait je trouve en tout cas à mon échelle de moins chercher la compensation par la distraction parce qu'en fait tout est vraiment en nourriture en fait. Ah, justement, compensation, distraction, ça passe forcément par le mental qui élabore des stratégies d'évitement, de compensation, par les mobiles quant à se distraire, mais aussi se désaligner, se mettre en distance avec soi-même. Est-ce que le mental t'a embêté pendant ces 2 semaines ou ça a été crescendo au pire ou crescendo mieux? Non, alors la deuxième semaine, j'ai eu l'impression de vraiment retrouver ce calme d'avant le processus, bien que peut-être un petit peu factuel. Mais la première semaine, oui, bien sûr, forcément, pour le mental, c'est chamboulant parce que le vide, c'est se confronter au néant et forcément, le néant, c'est la mort. Ça il n'y a pas longtemps. Voilà, et donc forcément quand on vient en fait générer ce genre d'expérience, faut être prêt à voir ce qui va en émerger et j'ai eu beaucoup de difficultés notamment à connecter avec ce calme mental parce que il y avait beaucoup d'agitation qui remontait. J'ai essayé de lutter un petit peu contre cette agitation, un peu comme quand on est malade et que voilà, on veut pas être malade et qu'on va prendre beaucoup de médicaments pour ce genre de choses. J'ai essayé de lutter jusqu'à me dire bon, tu es venu pour ça. J'ai posé un peu le genou au sol, j'ai laissé faire. Ça a fait comme un ouragan, comme un tsunami. C'est sorti, et avec toujours beaucoup d'amour pour ce qui se passe parce que on peut pas, on peut pas accéder à un état de plénitude si on n'est pas en paix avec les moments où c'est un peu plus compliqué. Donc en laissant finalement de lutter, tu te rendais compte que ça ne servait pas à grand chose. Non, c'était pire. Voilà, ce à quoi je résiste persiste. Et donc après de comprendre que de laisser faire, de baisser la garde et de finalement être observatrice plutôt que de actrice en résistance en réactance permettait d'être mieux apaisé, équilibré. Rien à voir. En fait, c'était vraiment des émotions très enfouies. Voilà, donc là, on n'est plus sur le versant strict du mental, mais mental et émotion, c'est lié. Mental et émotion, oui, voilà. Bien sûr. Donc enfoui, ce qui devait émerger a émergé. Exactement. Et quand c'est émergé, c'est intégré. J'ai vraiment eu cette sensation que c'est comme si on avait complètement remué le fond de la rivière. Alors les premiers jours, ça surfait un petit peu sur un voilà, ok, on vient calmer le mental, la méditation, etc., etc. Et en fait, je sentais comme une cocotte minute, quelque chose qui montait. Et puis de déverser le torrent et de laisser faire ça. Et donc, je pense que ça, c'est un beau cadeau. Donc au final, tu viens de donner la réponse, mais au final, c'était plutôt une belle expérience ou c'était terriblement éprouvant et surtout ne venez surtout pas vous poser, vous rencontrer avec vous-même en pause alimentaire, on ne sait jamais ce que vous pourriez devenir, n'est-ce pas? Donc c'était plutôt... Alors c'est éprouvant pour le mental, certes, mais... Pour toi, te concernant? Pour moi, c'est sûr que ça a été éprouvant, mais je savais au moment-là, il y avait cette petite voix à l'intérieur de moi qui savait que l'immensité du cadeau qu'il y avait derrière était bien plus proportionnelle à l'inconfort que je pouvais ressentir. Et ça, je le sentais, je le savais, et bien entendu que malgré l'inconfort, ça a été une grande libération sur beaucoup de points. Face aux nuages sombres d'un ciel du mental chargé, soit je lutte et c'est plus inconfortable, soit je laisse faire et au rythme où ça se fait, les nuages peuvent se disperser et dégager le ciel
alléger du mental. Oui. Et c'est là où moins de mental, il y aura davantage de qualité de présence en conscience. Et donc de goûter cette présence. Est-ce que avec toi-même tu étais familière avec ce que j'ai beaucoup prononcé pendant ces 2 semaines, qualité de présence? Est-ce que ça t'a parlé au-delà du mental? Est-ce que tu as ressenti cette présence au-delà du mental justement? Ou tu dirais les choses autrement? Alors oui, dans le sens où j'ai l'habitude... Ça va, j'ai on pour ira. coutume. Ça ira pour cette fois-ci, l'habitude. J'ai en tout cas, j'expérimente pas mal de méditation et autant dans la pratique vraiment méditative que dans le mindfulness maintenant, mais jamais sans effort. Il y a plus d'efforts à faire en fait. Maintenant, il n'y a pas vraiment de crispation, de genre quand je fais la vaisselle, il faut que je sois en train de faire la vaisselle. Ça se fait un petit peu de manière naturelle. Donc c'est sûr que et moi ce que je peux ressentir en tout cas dans mon expérience, que c'est comme un pourcentage en fait, et que plus la conscience se goûte, plus ça se cherche, et plus ça se trouve, plus ça se cherche, et ainsi de suite. Et du coup vraiment à chaque fois qu'on ressent ça à l'intérieur de soi, cette espèce de sas où ni le temps ni l'espace n'existent à part l'ici et le maintenant, qui n'est même plus verbalisé mentalement par un ici et un maintenant, ça c'est comme des petits pourcentages qui s'accumulent. Et du coup d'être ici et d'avoir ces bulles comme ça hors du temps, c'est aussi pour ça que j'étais venue. C'était parce que j'avais besoin en fait de consacrer plus de temps pour ça en fait ici. Ce qui a été un petit peu plus compliqué, c'est la première semaine, étant donné que justement il y avait beaucoup d'agitation, et donc du coup il y avait quelque chose qui voulait en fait cultiver l'instant, et l'autre qui avait tendance à agiter, quoi. C'est plutôt ce qui se retrouve chez la plupart des participants. Première semaine, les gens arrivent, se posent en tâtonnant, en cherchant des repères et en expérimentant, en découvrant la spécificité de la retraite post-alimentaire pranique avec Gabriel Lescois. Donc première semaine, il y a plus de mental, c'est forcément plus agité. Le temps que ça se pose, deuxième semaine, il y a moins de mental, il y a plus de conscience et les gens sont lancés. T'as senti ça? Exactement. Ouais. Ah ouais, vraiment, rien à voir. En fait, on trouve un rythme, on trouve un équilibre. En fait, on s'abandonne. C'est vraiment le mot que j'aurais envie de dire. C'est un abandon. Même à ceux qui sont sensibles à la question de l'abandon, parce que angoisse d'abandon. Ah, alors un abandon, un abandon plutôt à la vie, un abandon à la présence, un abandon à ce qui est en fait. Laisser faire, laisser aller, lâcher prise et accueillir, surtout accueillir. Bien sûr. Est-ce que tu as trouvé, 5 ans plus tard, ici même, en revenant ici même, des choses que tu n'avais pas trouvées il y a 5 ans? Alors, ou tu as eu l'impression de répéter quelque chose et puis finalement c'était un peu comme il y a 5 ans? C'était pas, dans les faits, c'était peut-être la même expérience, mais dans le ressenti, c'était pas du tout la même chose. Vraiment, pas du tout. Il n'y avait pas non plus le même accompagnant il y a 5 ans, même si c'était Gabriel Lescois, parce qu'il y a 5 ans, Gabriel Lescois n'était pas le même que 5 ans plus tard. Voilà, bien sûr. Et tu as découvert des pratiques et des ateliers qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas, notamment le yoga. Yoga prana. Mon Dieu, le yoga. C'était incroyable, vraiment, parce que moi j'adore, je suis très familière avec le yoga plutôt lent, plutôt conscient. J'aime les mouvements lents, j'aime tout ce qui a tendance à se faire au sol, justement parce que ça aide vraiment, je trouve, à être dans le ressenti et de se poser dans le ressenti. Et ça a clairement tout changé, je pense, au niveau de la détoxification. Après, je ne peux pas faire de suppositions, mais quand je vois à quel point corporellement, en tout cas, et physiquement, ça a été extrêmement bien la première semaine, je courais partout, quoi. Enfin, j'avais une vitalité de fou. Je sais que le yoga prana y a largement contribué. En tout cas, c'est le but, un des buts avoués des séances proposées, puisque rien n'est obligatoire, des séances proposées le matin en yoga prana pour démarrer la journée, qui est de faciliter la détoxination avec des postures en conscience corporelle, respiratoire et pranique, conscience
photoniques, conscience lumière, qui permettent en lâchant et donc en relâchant, qui permettent de faciliter la détoxination, mais de gagner aussi plus d'espace de conscience-présence. Hein, voilà, c'est parmi les buts cultivés dans les séances que j'anime tous les matins. Là, tu nous quittes demain à J18, non pas pour en rester là, mais pour continuer jour après jour, et tu verras s'il y a besoin d'arrêter, puisque c'est le corps qui décide, d'arrêter avant le 21e jour, mais là, pour toi, tu es parti pour 21 jours et tu comptes faire la 3e semaine chez toi, en solo, c'est ça, hein, tu as besoin d'intériorité, avec plus de solitude avec toi-même. Exactement. En fait, je n'ai pas forcément de volonté de continuer, je sais juste que j'ai pas envie d'arrêter. En fait, c'est d'arrêter la pause alimentaire. Je vois pas pourquoi j'arrêterais en fait. C'est plutôt là, je me sens bien dans mon corps, je me sens de mieux en mieux. Du coup, j'ai pas d'intérêt en fait à arrêter pour le moment. L'intérêt il sera justifié quand ton corps te dira s'il le dit. Mais je le sentirai, je le saurai. Et c'est vrai que oui, voilà, là maintenant je ressens le besoin après avoir évolué avec le groupe, avoir eu besoin du soutien, de ton soutien, du soutien du groupe, de la dynamique de groupe, des ateliers qui étaient proposés, d'avoir vraiment ce soutien en fait du cadre aussi, bien évidemment. La plage, la mer. La plage, bien sûr, la Corse, qui est une île fantastique, qui soutient énormément aussi, qui est vraiment une terre d'ancrage. Là, je sens que je vais plus vers quelque chose qui va se replier, qui va hiberner. Ok. Ça va être un peu plus l'hiver. Un peu plus l'hiver en plein été. Exactement. Avec toi, tu es professionnellement accompagnante, accompagnante santé. Précisément, tu fais quoi et où? Alors, je travaille à Lyon, je travaille dans 2 cabinets différents et j'accompagne les gens à travers un outil qui s'appelle le Qinetsang, qui est un massage issu de la médecine traditionnelle chinoise, qui consiste à de la libération émotionnelle par le massage des viscères. Mais le cœur de ce que j'aime à faire, c'est justement de permettre de ressentir ce que je disais tout à l'heure, ces petits pourcentages de conscience à l'intérieur de chaque personne par de la méditation. Pendant le massage, en fait, j'utilise les techniques corporelles pour bifurquer l'attention de la personne sur le ressenti, développer l'équanimité, un petit peu comme l'exercice où il faut pincer le bras. Dès qu'on touche le ventre, on va venir toucher des tensions qui sont parfois très profondes. De venir plonger dans l'attention pour lui accorder toute sa présence, c'est y mettre de l'énergie, c'est y mettre de l'amour. Et c'est ce que je fais. Tu peux redire plus lentement comment s'appelle ce type d'approche kinesthésique Oui, alors ça s'appelle le Qinetsang. Qinetsang. Alors le Qinetsang en réalité, le Qi qui est l'énergie vitale, le prana forcément. Et les tsang, alors ne c'est qui vient d'au-dessus et tsang c'est les organes internes. Voilà, donc mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés pour une rencontre avec vous-même via une séance de Qinetsang guidée, dirigée par Oriane sur Lyon, eh bien vous aurez ses coordonnées fin de vidéo. Tout à fait. J'ai fait exprès de te poser la question qui me permet de faire la transition. Quelle est ton activité professionnelle? Ce que je savais déjà. Mais ce que je voulais te demander, c'est personnellement, je suis dans cette conviction depuis des années qu'absolument tous les thérapeutes, évidemment tous les êtres humains, sauf ceux qui meurent de faim en Afrique ou ailleurs, sont concernés par la pause alimentaire pour sortir du manger trop souvent, trop mal, et se nourrir pour être nourri, plutôt que manger pour se remplir. Et donc, en plus que tous les êtres humains qui sont dans manger trop souvent, trop mal, sont concernés potentiellement, mais pas forcément tous intéressés, eh bien, qui plus est, et encore plus l'être humain en général, tous les thérapeutes qui accompagnent, je vois mal un pneumologue
soigner ses malades tout en fumant. Ah, c'est sûr. On est d'accord. Voilà, donc tous les thérapeutes, à mon sens, devraient pratiquer la pause alimentaire, chose qui est très loin d'être le cas, et en plus nourrie au prana qui permet d'aller un petit peu plus loin avec soi-même. Maintenant, ma question, c'est en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnatrice bien-être de l'humain par l'humain, avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire la relation d'aide, l'empathie, la neutralité bienveillante, le discernement, les transferts contre transferts, on est un peu dans le côté technique de la chose. Est-ce que la pause alimentaire pranique, il y a 5 ans, la pause alimentaire, il y a 1 an, les 10 jours que tu as fait, est-ce que les pauses que tu fais régulièrement, est-ce que ces 17 jours que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ici même, t'aident professionnellement à être meilleur thérapeute? Parce qu'il y a des thérapeutes qui confondent, qui se mettent un peu à la place de l'autre, qui veulent forcer l'autre, qui se laissent dominer par l'autre. Il y a des jeux comme ça de pouvoir. Et plus on a de casseroles qui sont accumulées et pas conscientisées et pas mises à jour et intégrées, eh bien plus la relation thérapeutique est faussée. Est-ce qu'en tant que thérapeute, toi, ta vie à la pause alimentaire au sens large, t'a aidé peut-être à être encore meilleur thérapeute? Sans aucun doute. Et en quoi précisément? En quoi? Parce que je me rends compte au fur et à mesure que plus je pratique, que ce que les gens viennent chercher en réalité, c'est la présence en fait. On ne peut rien offrir de mieux et de plus beau à l'autre que sa présence. Et la présence, elle commence par soi. Et peu importe le service qu'on propose, peu importe l'outil qu'on utilise, c'est pas ce que les gens viennent chercher. Exactement. Et donc forcément, plus c'est cultivé à l'intérieur de moi-même, plus ça s'expérimente, plus ça s'exprime. Et plus c'est comme ça que les autres peuvent se voir à travers moi en fait. Parce qu'il n'y a pas... En réalité, j'aide personne. Enfin, c'est les autres qui s'aident tout seuls parce qu'ils voient qui ils sont à travers moi, à travers n'importe quel être humain. Mais c'est sans aucun doute. Et bien sûr que je suis là pour moi, mais je suis là pour l'humanité tout entière, quoi. Est-ce que, j'ai encore dit ce matin que mes accompagnés sont mes meilleurs thérapeutes. Quelque part, j'ai initié il y a 10 ans dans ces pauses alimentaires praniques ma propre thérapie qui avait commencé bien avant, quelque part. Mais c'est aussi l'objectivité de reconnaître les choses à leur juste mesure, qui plus est quand on accompagne, mais finalement, qui accompagne qui? Est-ce que tu as l'impression de te retrouver aussi dans la personne qui vient te consulter, qui vient bénéficier de tes soins et grâce à qui tu évolues aussi avec toi-même? Ah, bien sûr. Bien sûr, j'aime souvent à dire que si l'autre se voit à travers moi, je me vois à travers l'autre à chaque instant et que mon cœur restera l'élève à tout jamais. Et ça, c'est vraiment... être thérapeute, ça se termine pas quand on a fermé la porte du cabinet, quoi. Ou quand les gens ont payé. Ou quand les gens ont payé, en fait, ça s'arrête jamais. Quand on referme la porte, on continue de l'être. Mais on l'est quand on va au supermarché, on l'est quand on va n'importe où, en fait. Et bien sûr que le cœur, il reste à tout jamais l'élève, puisque ça continue d'apprendre à chaque personne. Le cœur reste à tout jamais l'élève. C'est joli. Ça, c'est ce que ma profession me permet d'apprendre de jour en jour. Parce que l'autre est une facette de soi-même. Finalement, le 21 jours pranique dans lequel tu es engagé à cette heure-ci, réévaluer de ce que tu avais placé au départ peut-être, c'est quoi ton objectif de ces 21 jours qui aboutiront ou pas à 21 jours, tu nous le diras dans une semaine, mais c'est quoi maintenant ton objectif? C'est une rencontre avec toi-même, c'est des mises à jour de schémas limitants que tu avais identifiés, c'est ouvrir un peu plus le cœur, c'est développer le thérapeute en toi, c'est quoi? Je pense que c'est une réelle volonté de laisser libre. De laisser libre de plus en plus ce qui m'est donné de vivre, ce qui m'est donné d'expérimenter, que aujourd'hui ça va, que demain ça ira peut-être pas, et qu'en fait il n'y a aucun moment qui vaut plus qu'un autre, de
voilà, de se dire que quand on est dans des états de grâce ou quand on est en train de faire la vaisselle, le moment est exactement le même. Et de laisser libre tout ça, c'est une grande, grande liberté. Et je trouve que cette forme d'abandon vraiment à la vie, c'est comme regarder le ciel et dire « Ok, je suis tout nu maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est de l'abstrait très concret. c'est de l'abstrait très concret tout ça. Oui, c'est vraiment cette sensation d'être vécu par la vie plutôt que d'essayer de la vivre à tout prix. Et ça, c'est une volonté, c'est de la dévotion. La chose qui m'anime le plus, je pense, c'est ça, c'est de la dévotion, de l'abandon. Laisser la vie, je donne tout ce que j'ai. Laisser la vie... être la vie. Ouais, pour faire de chaque personne sa plus belle œuvre. C'est ça qui est magnifique. Avec soi, en soi, au travers de soi. Ici, Exactement. Maintenant, partout et nulle part à la fois. Exactement. T'as entendu ça pendant X fois. Bien, Oriane, qu'est-ce qu'on n'aurait pas évoqué qui serait intéressant pour les personnes qui nous regardent, que tu racontes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais préciser? À toutes les personnes qui ont cette envie au fond de leur cœur de se dire « Ah, je pense que ce serait bien pour moi », il faut écouter ça plutôt que les peurs du mental, parce que les peurs, une fois qu'elles sont libérées, c'est un espace bien plus grand qui s'ouvre. J'allais te demander, et tu en as parlé maintenant, j'allais te demander, non pas en termes de conseils, mais en termes de positionnement, de posture, qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux personnes qui disent « je viendrai, je ferai », alors que ce soit la pause alimentaire ou autre chose, hein, c'est pas forcément je vais aller chez Gabriel Lescois, je ferai, je viendrai quand je serai prêt. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ça? Que le moment arrive quand ça a besoin d'arriver, quand ça arrive. In fine, dans l'absolu, tout ce qui arrive quand ça arrive. Cependant, pour que ça puisse arriver, je pense que c'est l'observation de ce qui vient inhiber ce truc. Par exemple, quand on est en groupe, qu'on a envie de prendre la parole, qu'on a ce truc qui émerge, d'avoir envie de partager et que tout de suite, on a quelque chose à l'intérieur de nous qui vient censurer ce truc-là, qui vient bloquer ça, cette énergie. Ça, c'est très intéressant à observer. Et en fait, c'est OK si on a envie de parler, on se rend compte qu'il y a un truc qui censure et au final, on parle pas, comme le fait de pas réussir à, par exemple, à je dois, il faut et j'y arrive pas. Par contre, d'observer en fait la censure, etc., ça permet d'arrêter de l'alimenter et tout ce qu'on arrête d'alimenter finit par mourir. Et au bout d'un moment, ça finit par se faire. Parce que ça se fait, quoi. Tu suggères qu'en laissant faire, dans une pause alimentaire pranique, il y a certes quelques kilos en moins, mais il est aussi question, dans le laisser-faire, de faire maigrir le mental égo. Ah bah ça c'est clair. C'est que ça. Ouais, c'est clair. Qui est le grand emmerdeur. Ah oui, non mais c'est sûr, hein. C'est sûr que... Et en même temps, c'est dans la vie de tous les jours, on a que des petits extraits, c'est sûr, parce que voilà, on va être un petit peu enquiquiné, parce que le métro est en panne, parce que non. Mais ce genre d'expérience, c'est voilà, ça cultive vraiment cet aspect guerrier aussi qu'on a à l'intérieur de soi-même. Et ça donne beaucoup de force, beaucoup de force. Au contraire, justement, pour la réalisation des choses derrière, on se dit, bon, si j'ai fait ça, enfin, voilà, c'est ce que je suis. Ça donne beaucoup de puissance à l'intérieur. Bien, Oriane, en guise de non-conclusion et d'une gigantesque ouverture à la présence, ici maintenant, infiniment merci à toi. Merci à toi. Bon retour chez toi demain. Oui, de retour. Chez toi et en toi, avec toi-même. Exactement. Et puis, merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.